Regarde ça ici, mec, c'est le Fiat CR-32, c'est un avion du début, en fait, du milieu des années 30, et il a joué un rôle très important pendant la guerre civile espagnole. Cet avion ici, en fait, a été le modèle de chasseur le plus réussi de la guerre civile espagnole, même plus réussi que le Messerschmitt 109 lui-même. D'accord, parce que la plupart des victoires aériennes, des grands combats aériens, ont été réalisés avec cet avion. Ici, il a équipé aussi bien les forces nationalistes de Franco que l'Aviazione Legionaria, qui était le contingent volontaire italien. Là-bas en Espagne, qui est similaire à l'équivalent de la Légion Condor allemande, n'est-ce pas, en Espagne? Vous voyez ici que cet avion porte même des marquages espagnols. Il porte les marquages de l'Espagne, nationaliste. Tu vois cette croix-là sur la queue de l'avion, ce X noir, n'est-ce pas, qui est ces caractéristiques des forces nationalistes et c'est le symbole de l'escadrille. La cucaracha, n'est-ce pas, qui est le cafard qui a été piloté par les pilotes italiens, n'est-ce pas, la deuxième escadrille de l'aviation légionnaire. Et ici, tu as l'apogée du design des biplans. Le Fiat CR-42 est un avion qui a été développé par Fiat pour être un chasseur de transition. Entre les biplans à toile, qui sont ceux-ci, n'est-ce pas? Les Fiat CR-32 et les avions monoplans en métal que nous allons découvrir dans un instant. D'accord? Donc cet avion ici, comme vous pouvez le voir, a cette tige en jaune qui fait référence à l'action de cet appareil ici au Caire, dans le corps aérien italien, qui était la composante italienne ayant combattu lors de la bataille d'Angleterre. Et justement à cause de cela, il existe quelques exemplaires, si je ne me trompe pas, 2 d'entre eux qui sont encore en possession des Anglais. Là-bas, au musée de la RAF à Hendon, il y en a un exposé et un autre qui est en cours de préparation. Il est en train d'être restauré pour pouvoir voler à nouveau. Ici en Italie, malheureusement, nous avons ce magnifique et superbe exemplaire du CR-42 ici, avec les couleurs du CI, n'est-ce pas? Et nous allons pouvoir voir que toute l'action italienne pendant la Seconde Guerre mondiale est entourée par cet avion. Mario Visentini est sans doute considéré par beaucoup comme le plus grand as italien de la Seconde Guerre mondiale, ayant combattu en Afrique orientale italienne. Il a piloté ses avions ici, pour pouvoir abattre des avions anglais qui opéraient dans cette région. Mais maintenant, nous allons vers le joyau de la couronne, ici à Vigna de Val, qui est ce salon ici, suivez-moi. Ce salon possède certains des avions les plus rares, les premiers gros porteurs de la force aérienne italienne. Regardez, ici nous avons un Savoia Marchetti SM79, un Fiat G212, ici un Savoia Marchetti 82 et ici un Kant C506. Nous allons tous les découvrir. Regardez ici, suivez-moi, je vais commencer à vous montrer ce petit trésor ici. Ce sont ces débris de Reggiani 2000. Reggiani 2000, c'est un chasseur qui a participé au processus de la série 0 en 1939. Et il n'a pas été choisi, celui qui a été choisi était le Mac 200 que tu vas découvrir dans un instant. Mais cet avion a reçu un contrat de consolation du gouvernement italien, et il a en fait été exporté. Il a été exporté vers la Hongrie et aussi vers la Suède. Donc il existe un exemplaire de cet avion préservé là-bas à Stockholm, aujourd'hui, complètement restauré à son état d'origine. Et ici en Italie, ces débris ont été découverts sous l'eau, en Méditerranée, et ils sont encore dans cet état aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils ont l'intention de restaurer cet avion dans un état plus complet, mais en tout cas, c'est très intéressant d'en voir un comme celui-ci en personne. Le Reggiani 2000 souffrait beaucoup de ce moteur radial, qui a ensuite été remplacé par un moteur en ligne allemand. Le Daimler-Benz 601, construit sous licence en Italie par Alfa Romeo, a donné naissance au Reggiani 2001. Nous avons un 2002 là-bas, que je vais vous montrer dans un instant, mais ici nous avons un Savoia Marchetti SM82. Le marsupialaire ou kangourou. Pour beaucoup, c'est une version militarisée du SM-75 qui était un avion de passagers qui volait même vers le Brésil avec la latte. Jusqu'en 1942, cet avion pouvait transporter des passagers sur l'Atlantique et offrait une grande capacité de chargement dans cette configuration. D'ailleurs, c'était le seul avion capable d'assurer la liaison entre l'Afrique du Nord italienne, la Libye,
là-haut dans le désert, et l'Afrique orientale italienne qui comprenait l'Éthiopie, l'Érythrée et aussi la Somalie. Et il pouvait transporter, dans cette soute à cargaison ici, un Fiat CR-42 démonté, sans les ailes. Là-bas, cet avion a été le protagoniste de l'une des actions les plus célèbres du réseau aéronautique, qui fut le bombardement de Manama en 1940 et le SM-75. Il a été le protagoniste du célèbre vol Rome-Tokyo en 1942 partant finalement de Zaporijia, là-bas en Ukraine, et survolant le sud de l'Union soviétique, la Mongolie, jusqu'à atteindre la Chine, dans la partie chinoise occupée par les Japonais, assurant la liaison jusqu'à Tokyo. C'était un exploit incroyable, réalisé par Antonio Locatelli, n'est-ce pas, et il pilotait un avion très similaire à celui-ci. Ici, nous avons le célèbre Machi C-200, n'est-ce pas, le premier avion de chasse monomoteur, métallique du réseau aéronautique, qui souffrait encore ici, avec le moteur radial à l'avant et aussi un cockpit ouvert, ce qui a vraiment nui à cet avion. Lorsqu'il a été utilisé dans le sud de l'Union soviétique, en 1941, n'est-ce pas, fournissant un soutien au corps expéditionnaire italien en Russie. Ici, vous voyez ces marquages blancs en forme de triangle sur les ailes, qui sont caractéristiques du 22e groupe autonome qui a opéré dans le sud de l'Union soviétique. Et là, l'insigne très célèbre de l'épouvantail qui fume des étoiles rouges, une création du général Giuseppe Birone, qui était un pilote de chasse. Il y allait, n'est-ce pas, à cette époque-là. Il a même été commandant de certaines unités de l'armée de l'air italienne après la guerre. J'ai eu le bonheur de correspondre avec le général Biron quelques années avant sa mort, qui a déjà lieu depuis un certain temps, n'est-ce pas? Ici, nous avons un Hardy FN 305, un avion de reconnaissance et aussi de liaison. C'est un petit avion un peu moins célèbre de la Seconde Guerre mondiale qui n'a pas joué de rôle très important, n'est-ce pas? Et ici, nous avons un Reggianieri. RO 2002, c'est une évolution du RO 2000 dont nous avons les débris là-bas. Avec un moteur radial, cet avion à moteur radial a été conçu pour des missions d'attaque, des unités d'attaque, et non pour la chasse. Contrairement au RO 2001 qui avait un moteur en ligne, plus efficace, n'est-ce pas, plus efficient. Donc la carrière de cet avion aussi, le nombre d'exemplaires fabriqués a été plus faible parce que Reggiani était une petite usine et n'avait pas une capacité industrielle aussi grande. Regarde la taille de cet avion ici. C'est le G212, le Fiat G212, une évolution du Fiat G12 de 1943. C'est un avion monstrueux, magnifique, un trimoteur qui est en quelque sorte l'apogée de la formule trimoteur italienne de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu, tu sais, ce fameux cas de l'équipe, le Sport Club de Turin qui a eu un accident dans cet avion ici, et toute l'équipe est morte. Tu vois, dans cet avion, ici en bas, curieusement, nous avons une Auto Blinda 41, un véhicule blindé de reconnaissance italien de la Seconde Guerre mondiale, très célèbre. D'accord, qui avait aussi cette tourelle caractéristique des chars M1340 et M1441 où, curieusement, il pouvait être conduit des deux côtés. N'est-ce pas? Les deux. Les deux essieux ici, aussi bien l'avant que l'arrière, pouvaient manœuvrer, donc il pouvait aller aussi bien de ce côté que de l'autre. Ici, le moteur essaie de l'autre côté, ici on n'a qu'une seule direction à l'avant, n'est-ce pas? Une ouverture frontale pour le conducteur. Mais si tu regardes à l'intérieur, tu vas voir un volant qui est de l'autre côté. Il y a un volant là-bas qui permet au gars de conduire la voiture de l'autre côté. Là-bas, tu vois, il y a une fente pour observer. Ce véhicule avait la particularité de pouvoir être conduit des deux côtés. Ici, on a un moteur Alfa Romeo RA1000, c'est le Monzoni, qui est la version italienne du Daimler-Benz 601. C'est la version construite sous licence en Italie qui a propulsé. Regarde le Mach 202. Cet avion que vous voyez ici, le Folgore, n'est-ce pas? Le Mach 202 Folgore. Le champion de la série 2 de la Regia Aeronautica, qui est entré en combat à la toute fin de 1941, là-bas dans le désert du nord de l'Afrique. Il était déjà équipé de 4 mitrailleuses, ce qui permettait aux pilotes d'abattre des avions bombardiers bimoteurs. Mais tout ce qui était au-dessus de ça, comme un quadrimoteur, devenait déjà compliqué à abattre avec cet armement.
Cet avion porte la livrée du Quarto Stormo Francesco Baracca. Vous pouvez voir l'inscription ici. 4F Baracca que l'on voit à l'arrière du fuselage, il y a le cavallino rampante, le cheval noir utilisé par Francesco Baracca pendant la Première Guerre mondiale et aussi par Enzo Ferrari sur les avions de Ferrari. Donc le cavallino rampante est le symbole du Quarto Stormo Francesco Baracca. Le Quarto Stormo est la 4e escadre de chasse et c'était une sorte de club d'as de la Regia Aeronautica. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les grands pilotes détenteurs de records de victoires aériennes ont volé dans cette unité. Ici, à côté de lui, nous avons le frère plus développé, plus hypertrophié du C-202, qui est le C-205. Le Mach 205 a finalement donné aux pilotes italiens la capacité d'abattre des quadrimoteurs. Et pourquoi? À cause de ça, ici, des canons de 20 mm montés sur les ailes, tirant des obus explosifs de 20 mm contre ces avions. L'un des premiers pilotes à avoir combattu dans le cockpit d'un avion comme celui-ci était Luigi Gorini. Nous avons une vidéo ici sur la chaîne, si vous voulez chercher la biographie de Luigi Gorini, Vespa Arrabbiata, vous trouverez Luigi Gorini. Il a abattu un quadrimoteur Boeing B-17 avec un avion comme celui-ci en 1943. D'accord. Et un autre concurrent de la série 5 qui a également obtenu un contrat de consolation était le Fiat G55 Centauro. Tu le vois ici. Le Fiat G55 est un avion qui possède également un canon, une paire de canons dans les ailes de 20 mm Ston. Il a été fabriqué en nombre plus réduit, il avait des performances très appréciées, même supérieures au Messerschmitt 109 à plusieurs égards. Et cet avion ici, il a été utilisé en particulier par l'escadrille complémentaire Montefusco-Bonnet, qui était une escadrille créée pour défendre l'usine Fiat à Turin. À partir du second semestre de 1943, d'accord, donc cet avion ici, aujourd'hui, bénéficie vraiment du statut d'unique au monde. C'est un joyau extrêmement rare, il a été reconstruit à partir des débris de plusieurs exemplaires juste après la guerre. Alors ici à côté de lui, nous avons Gobbo Maledetto, ou Damned Hunchback, le bossu maudit. Qui est-ce? Le bossu maudit, c'est le Savoia Marchetti SM79, le Sparviero, ou le petit faucon, n'est-ce pas? Sparviero signifie petit faucon, donc ici devant lui, nous avons le portrait de la formule classique du trimoteur italien, n'est-ce pas? Et cet avion était à l'origine un bombardier. Mais on s'est vite rendu compte que contre les avions, n'est-ce pas? Contre la RAF, par exemple, le Spitfire qu'on voit là-bas armé de canons, bien plus rapide que lui, cet avion n'avait aucune chance en tant qu'aéronef de bombardement. Il a donc été très rapidement converti pour une fonction dans laquelle il a connu un grand succès, celle de torpilleur aérien. Dans cette fonction, le SM est alors devenu connu sous le nom d'aérosilurante. Ainsi, aérosilurante est un terme qui désigne les torpilles lancées par ces avions contre la navigation britannique en Méditerranée. C'est donc à cette époque que ces avions-là ont affronté ce mur de feu anti-aérien des navires britanniques, n'est-ce pas? Vous voyez d'ailleurs dans de nombreuses images d'époque, ces avions attaqués à très basse altitude, collés aux vagues, n'est-ce pas? Des hommes comme Giulio Cesare Graziani, Carlo Fagioni, Carlo Emanuele Buscaglia ont eu beaucoup de succès en lançant des torpilles avec ces avions. Ici, donc, c'était justement à cause de ces actions, et à cause de 2 mitrailleuses défensives qui se trouvent là-haut. D'ici, on peut voir les 2 mitrailleuses bossettes et défensives qui se trouvent là-haut. Cet avion avait une sorte de bosse derrière la cabine, là-haut, donc ces avions ici ont reçu le surnom des Britanniques de Damned Hunchback, que les Italiens par la suite ont traduit en italien par Gobbo Maledetto, ce qui signifie bossu maudit. Voilà qu'un bossu maudit vient nous attaquer à nouveau, donc c'est peut-être l'avion de bombardement italien le plus reconnu, le plus célèbre de la Seconde Guerre mondiale. Et à côté de lui, nous avons un Fissler F-100 56 Storch, oui Storch, ou cigogne en allemand. C'est un avion de reconnaissance allemand, qui est devenu très célèbre grâce à l'opération Eiche, ou le sauvetage de Mussolini en 1943 réalisé par les parachutistes d'Otto.
Scorzeni, d'accord. Alors, Scorzeni, mec, tu vas imaginer que Scorzeni était un gars très grand. Il mesurait environ 2 mètres, non? Et après avoir capturé l'hôtel Campo Imperatore au sommet du Grand Sasso, n'est-ce pas, un pilote de la Luftwaffe, pilotant un avion comme celui-ci, a atterri l'avion en montant la colline, là près de l'hôtel, avec la mission de ramener Mussolini en Allemagne pour rencontrer Hitler, n'est-ce pas? Sauf que, une fois que Mussolini a été sauvé, Otto Skorzeny a décidé qu'il allait accompagner Mussolini lors du vol. Sauf qu'il n'y avait pas de place. Vous voyez bien qu'il n'y a qu'un seul siège à l'arrière, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de place pour plus d'une personne. Alors, Skorzeny s'est assis dans l'avion et Mussolini s'est assis sur les genoux de Skorzeny, à l'arrière, dans l'avion. À cause du poids supplémentaire que cet avion transportait, les parachutistes allemands ont donc dû tenir la queue de l'avion. Tout le monde tenait la queue de l'avion, là, tu vois. Pendant que le pilote mettait la puissance maximale ici sur le moteur pour pouvoir décoller du sommet de la montagne. Et ce n'est qu'ainsi, avec l'accélération maximale et l'avion maintenu, qu'il a réussi à décoller. Avec Mussolini et Skorzeny sur la banquette arrière, d'accord, et puis, enfin, je veux vous parler ici du Kant Z506. Un bijou, n'est-ce pas? Un magnifique bijou aéronautique que nous avons ici, et c'est un avion de reconnaissance maritime et aussi un bombardier. Hydravion, n'est-ce pas? Assez grand, trimoteur italien, très similaire en forme à notre Gobo Maledetto là-bas. Cet avion ici a eu la distinction d'être le premier appareil détourné de l'histoire, le premier avion détourné, le premier détournement d'avion a eu lieu dans l'un de ceux-ci. Pourquoi? Les Italiens transportaient en mai quelques prisonniers britanniques en 1942, les transférant d'une base à l'autre, là en Afrique du Nord. Quand, en plein vol, les prisonniers britanniques ont alors organisé une mutinerie, ils ont réussi à maîtriser l'équipage italien et ont capturé l'avion. Ils ont détourné l'avion et l'ont emmené à Malte. Ils ont atterri à Malte et ont fait des Italiens leurs prisonniers, non de ça, n'est-ce pas? Donc le premier avion détourné de l'histoire était un Kant Z506. Les gars, là-bas, nous avons un Spitfire 9 utilisé par la force aérienne co-belligérante italienne après l'armistice. Un avion qui n'a plus besoin d'être présenté, n'est-ce pas? Tout le monde connaît le Spitfire 9. 2 canons de 20 mm ici sur les ailes, un moteur Rolls-Royce Merlin, un avion magnifique. Et ici aussi, nous avons le très célèbre Mustang P-51D avec sa verrière en bulle. L'avion qui a emmené les chasseurs américains aux 4 coins du globe, n'est-ce pas? L'appareil de chasse avec la plus grande autonomie de l'arsenal, un allié magnifique qui n'a pas non plus besoin de présentation. Nous avons déjà une vidéo consacrée uniquement au Mustang sur la chaîne, donc pour ceux qui veulent la regarder, vous pouvez déjà chercher la vidéo, et qui a été utilisée par la force aérienne italienne juste après la guerre, un avion merveilleux. Alors, je vous invite à participer aux expéditions de la salle de guerre. Si vous voulez découvrir des endroits merveilleux comme celui-ci, avoir l'opportunité que les gens ont eue de connaître individuellement tous ces modèles. Ici, j'ai raconté l'histoire de façon beaucoup plus détaillée que dans la vidéo. Sachez déjà que nous organisons plusieurs expéditions par an et les liens pour y participer se trouvent juste ici en bas. Alors, on s'arrête ici, mais je reviens bientôt, dans peu de temps, avec notre nouvelle étape, cette fois dans le bunker de Mussolini, à la Villa Torlonia, à Rome. Restez connectés et grosse accolade depuis la salle de guerre.